Bien souvent, lorsque notre partenaire exprime un sentiment de jalousie, on se sent aimé, voire même flatté, comme si on ne pouvait pas aimer sans être un peu jaloux. Alors certes, c'est souvent vrai, mais il existe quand même des gens absolument pas jaloux du tout, voire même excités à l'idée que leur partenaire puisse avoir une relation sexuelle ailleurs. Néanmoins, la jalousie, si elle peut avoir un effet aphrodisiaque, elle a le plus souvent un effet négatif dans une relation. Et c'est pourquoi nous allons voir avec Fabrice Bach, mon invité aujourd'hui, comment on peut rassurer un partenaire qui est très jaloux, et nous verrons aussi pourquoi on est plus particulièrement jaloux que d'autres, et comment on peut utiliser la jalousie éventuellement pour relancer la libido dans son couple. De même, on va tout de suite évoquer la différence entre l'envie et la jalousie, deux sœurs pas si jumelles que ça. Donc si vous êtes jaloux ou pas, si vous avez un partenaire jaloux ou pas, eh bien vous pouvez réagir, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Fabrice Bach. Bonjour Brigitte. C'est vrai qu'on les confond beaucoup, l'envie et la jalousie, alors que c'est pas tout à fait la même chose. Non, ce sont deux choses bien distinctes. Comme on confond estime de soi, confiance en soi. L'envie, c'est véritablement quelque chose qui peut nous animer, qui peut être un moteur dans notre vie. L'envie peut s'associer au désir. Et là, véritablement, il y a une pulsion qui nous pousse à matérialiser quelque chose qui nous est manquant. Mais on peut aussi être envieux, et là c'est le côté négatif de l'envie. Complètement. Et là, quand on commence à glisser du côté négatif de l'envie, on peut rapidement atteindre la jalousie, qui serait le paroxysme de l'envie négative. Alors, je vais continuer si vous me permettez. Par exemple, on peut plus facilement avoir envie et donc désirer quelqu'un parce que il est, par exemple, célèbre ou avec une femme qui est célèbre. Enfin, je veux dire, il y a une sorte comme ça d'attirance narcissique. Si j'ai envie de lui ou d'elle parce que ça me valoriserait. Complètement. D'accord avec ça. Tout à fait. C'est se rapprocher d'un idéal, en fait. Et avec véritablement cette notion de, paradoxalement, fantasmatiquement, je vais pouvoir l'atteindre. Ce qui apparaît dans la jalousie, c'est plus un idéal. C'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir atteindre. Et donc là, d'un côté, on a un facteur narcissique positif. De l'autre côté, on a un facteur narcissique négatif. Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose. En général, on est jaloux de son partenaire parce qu'on a peur qu'il aille voir ailleurs. Mais on peut aussi être dans l'envie de ce qu'il est. Et alors à ce moment-là, ça peut nous galvaniser, comme ça peut nous donner envie de le détruire parce qu'on est dans une rivalité. Et on voit bien que l'envie et la jalousie sont des ressentis. Très complexe, mais très fréquent chez l'humain. Ah, complètement. Et d'autant plus, enfin, on le verra au cours de cette émission, il y a plusieurs formes de jalousie. C'est même pas des formes, il y a 4 niveaux, en fait, successifs de jalousie. À savoir que la première expérience de jalousie, qu'on a pu tous connaître un jour, ou la grande majorité, simplement la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. À un moment donné, la mère va se détourner de nous pour aller vers le nouveau-né, ce qui est tout à fait normal. Et il y a un sentiment qui émerge chez l'enfant d'une rivalité, en fait, qui apparaît. Oui, absolument. Et ça va dépendre de l'âge auquel ça arrive. Tout à fait. Il semblerait que le pire, c'est quand ça arrive vers 3-4 ans, en plein. Plus l'enfant, ça va arriver tardivement, en fait, plus l'aîné sera autonome, plus il va pouvoir absorber l'arrivée de ce petit frère ou cette petite sœur, de par le fait qu'à un moment donné, il va être responsabilisé vis-à-vis de lui. Plus les petits, moins le responsabilisent, ce qui est plutôt normal, et du coup il va se retrouver en compétition avec lui. Et quand ça arrive très jeune, parfois on n'a pas encore trop fusionné, si je puis dire, de manière consciente. Mais c'est vrai que c'est des âges, ça dépend beaucoup des âges, et puis ça dépend aussi de comment la maman elle va se positionner réagir, etc. Mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre qu'un sentiment de jalousie très pathologique peut être dû aussi à ça. Complètement. Et à savoir que la jalousie en soi n'est pas forcément quelque chose de négatif, parce qu'on en voit très fréquemment tous les excès. On en parlera, je pense, au niveau 4, où ça peut être très problématique. Mais autrement, la jalousie participe de la construction, par exemple, d'un couple ou de la relation à l'autre.
c'est parce que l'autre, à un moment donné, va regarder quelqu'un. Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Elle a l'air bien jolie, celle-ci. Et tout de suite, ça nous renvoie à nous et comment on va chercher, justement, à réattirer son attention. Se réapproprier. Exactement. Et viens là, mon grand, c'est ici que ça se passe. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment ne pas être jaloux du tout parce que... Alors, très intéressant comme question. Est-ce qu'on peut ne pas être jaloux du tout? Potentiellement, je ne pense pas. Si vraiment il n'y a aucune forme de jalousie où que ce soit, il y a deux possibilités. Où la personne est dans un déni, c'est-à-dire qu'elle l'est mais elle ne veut pas l'admettre. Elle s'en rend pas compte, oui. Voilà. Ou alors, il y a un total non-investissement de l'autre. À ce moment-là, on n'est pas jaloux. Parce que lui ou quelqu'un d'autre, finalement, ce qu'il nous apporte, n'importe qui d'autre pourrait nous l'apporter. Mais souvent, ce que j'ai remarqué dans des personnes qui me disent qu'elles ne sont absolument pas jalouses, c'est souvent parce que ça se transforme en excitation. Et donc, à ce moment-là, alors, évidemment, on n'est pas jaloux. Là, il peut y avoir un rejet, mais c'est une sorte de comment dirais-je, de sublimation de la jalousie, au fond. Complètement. Et le fait, à un moment donné, comme on disait un instant, ce sentiment de jalousie est naturellement présent et peut être un élément excitant, pas forcément négatif. On ne va pas commencer à fantasmer ce que l'autre pourrait faire avec telle ou telle personne. On va plutôt le retourner sur soi pour dire « Attends, potentiellement, peut-être que tu voudrais ça, ben voilà comment moi je vais te l'apporter. » C'est une jalousie plutôt positive à ce moment-là, parce qu'elle vient enrichir la personne. Maintenant, ça peut se dégrader, on peut être dans d'autres niveaux, et là, ça va devenir problématique jusqu'à atteindre des niveaux de jalousie maladive. Et là, on va être confronté, enfin, je l'évoquerai certainement au cours de cette émission, à des failles narcissiques, des failles d'identité très importantes qui peuvent toucher les deux partenaires. Oui, d'ailleurs, quand on a affaire à un partenaire qui est particulièrement dans une jalousie que j'appelle pathologique, généralement, il faut appeler au secours parce que soi-même, on ne pourra pas le guérir. Non. Là, il faut en avoir conscience. Ce ne sera pas possible pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve partie intégrante du problème. Et comme je dis souvent, on ne peut pas passer dans la rue et se regarder passer dans la rue. Enfin, d'être schizophrène, ça serait quand même problématique. Donc, il va falloir effectivement faire appel à un tiers qui, lui, va venir, à un moment donné, mettre du sens sur ce sentiment de jalousie. Pourquoi est-ce que l'un le ressent? Quelle est la peur qu'il ressent essentiellement? La peur de la perte de quoi? Qu'est-ce qui est manquant? Et qui va pouvoir rééquilibrer la relation. Et dire à un moment donné, oui, mais je ne serai plus jamais jaloux, ça n'a pas de sens. Par contre, faire descendre les niveaux, pour venir au niveau 1 de jalousie, qui est tout à fait vivable et participe de la relation du couple, ça, c'est un réel travail qui doit être fait avec un tiers. Et ce qui est aussi intéressant, mais on le verra évidemment avec les témoignages qu'on va avoir, mais ce que j'ai déjà remarqué quand j'aborde ce sujet, c'est qu'il y a des personnes qui a priori ne sont pas spécialement jalouses, et puis dans la vie, il se passe un élément, pas forcément d'ailleurs une infidélité, mais il se passe un élément qui déclenche cette jalousie. Ouais. Et c'est là où on se dit que c'est quand même assez paradoxal. Oui, et en même temps, c'est parce qu'il y a une sorte de déni, parce que la jalousie, c'est connoté comme étant un sentiment négatif, une émotion négative. Faut pas, ça n'est pas bien. Non, c'est pas que ça n'est pas bien quand ça atteint certains niveaux. Si on prend les différents niveaux, au niveau 1, c'est la peur de perdre l'amour de l'autre. Donc c'est une marque d'attachement par rapport à cela. C'est sain. Et du coup, à un moment donné, c'est ce désir-là qui va permettre de mettre... Le couple est fusionnel, ça va créer un petit écart. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire des efforts pour lui plaire. On va se faire des efforts réciproquement pour se plaire. Donc... que cette forme de jalousie met en avant, c'est les doutes, les peurs que l'autre ne le suffise plus suffisamment. Et c'est aussi le besoin d'être le préféré. Voilà. Tout simplement. Mais ça, à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, qui est assez humain. Tout à fait. Puis après, on peut commencer à monter d'un cran. Et là, on va rentrer dans la possessivité. Là, déjà, dans la possessivité, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc, on va chercher l'exclusivité, le contrôle, parce qu'il va y avoir une peur de la perte. Alors là, on commence à rentrer dans des fantasmes. De la méfiance, de la suspicion. Par exemple, on ne supporte pas que quelqu'un parle à l'un ou à l'autre, immédiatement. Exemple que j'ai eu un jour, un de mes patients marche dans la rue avec sa conjointe, il marche simplement. Et sa conjointe lui dit « Elle t'a plu celle-là, vu comme tu l'as regardée ?» Et qui? J'ai regardé qui? Mais il n'a même pas vu. Mais elle a interprété que par cette femme qui est passée simplement devant lui, allait attirer son regard. Et là, ça commence à poser souci. Alors souvent, cette possessivité, elle est inconsciente, donc elle n'est pas forcément avouée. La jalousie qui s'active va s'activer d'une façon particulière, notamment dans des situations de décrochage. Parce que quand l'autre se ferme, il dit plus rien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu le sais bien. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe?
Et en fait, ce qu'on va retrouver à ce moment-là, dans cette possessivité, c'est que l'un vient combler les failles de l'autre sur le plan narcissique. Bien Donc sûr. on a peur de perdre. Puis on va passer au niveau 3. Là, le niveau 3, c'est l'emprise. Là, ça commence à devenir plus embêtant. C'est-à-dire que l'autre a besoin d'être au centre de la vie, obligatoirement. Alors là, on va commencer à rentrer dans des soupçons, on va traquer les moindres faits et gestes, le moindre retard, le moindre coup de fil passé, on va contrôler les téléphones, on va rechercher l'exclusivité, mais surtout derrière l'exclusivité, c'est le contrôle de l'autre. Ouais, Tu es à moi. Et là, on commence à entrer dans la jalousie maladive. Et il y a une définition très précise là-dessus. C'est important de l'avoir en tête, c'est quand la personne exerce une surveillance accrue de l'autre, qu'elle manifeste un désir de possession et qu'elle est persuadée d'être trompée ou qu'elle va être trompée par l'autre de toute manière. Donc c'est un fantasme complètement délirant. Puis on arrive au niveau 4. Là, c'est l'addiction. Et on rentre dans le contexte du pervers narcissique. J'ai eu l'occasion de faire une très belle émission sur ce sujet. Et là, c'est très problématique. Parce que le but, c'est de garder l'autre sous emprise pour exercer uniquement sa domination et son pouvoir. Alors là, la jalousie devient maladive. Vraiment maladive, mais à un seuil très élevé. Et ce qu'on retrouve dans cette graduation progressive en 4 étapes, 1. Plus on avance, manque de confiance en soi, bien sûr manque de confiance dans l'autre. Deuxième élément, dépendance affective, avec une peur de l'abandon, une peur fondamentale de l'abandon. Des crises de plus en plus importantes pour aboutir à des éléments qui peuvent devenir, au niveau 4, complètement paranoïaques. Eh bien, c'est ce qu'on va examiner au cas par cas avec vous, Fabrice Bach, et je vous invite à nous rejoindre, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est avec Fabrice Bach que nous allons vous écouter nous raconter vos histoires de couple quand la jalousie s'en mêle. N'hésitez pas, en tout cas, à nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour Charlotte. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous, Charlotte. Donc, vous avez eu une relation qui a duré longtemps, hein, donc Oui. courage, bravo, félicitations, avec un compagnon qui était assez jaloux, hein, je crois, c'est ça? Oui. Racontez-nous. Ah oui. Disons qu'au début, ça, parce qu'on était toujours ensemble, donc ça allait très bien, on travaillait ensemble, tout allait très bien, et puis après, avec le temps passant, on a chacun eu du travail, chacun de l'autre côté, et puis et c'est là que ça s'est gâté, quoi. Ah oui, donc quand il vous avait sous contrôle, si je puis dire, vous n'avez pas remarqué qu'il était jaloux? Bah non. Mhm. Bah, peut-être qu'il ne l'était pas, vous ayant sous la main, sous les yeux et... Ah, je sais que quand il me disait que des fois, quand on est dans des magasins, il remarquait toujours des hommes qui se retournaient sur moi ou sur... Ah oui, oui. Alors que vous ne remarquez oui. rien. C'est ça qui est toujours drôle, oui. Comme quoi, il projetait Ses failles, ses angoisses. ses fantasmes, ouais. Tout à fait. Et donc, à un moment donné, au bout de combien de temps de relation vous ne travaillez plus ensemble? Bon, on a travaillé ensemble à peu près 25 ans, donc tout allait bien. D'accord, oui. Bon, donc quand même, oui. Tout allait bien, même sexuellement, ça allait très bien. Puis après... Cela dit, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Fabrice Bach, mais j'ai remarqué que les gens jaloux sont souvent dans une sexualité assez libre, assez forte. Ah oui, complètement. Parce que c'est une manière finalement de garder l'autre. Hein. De le capter. Ils savent que la sexualité est un élément important de la relation, donc ils vont beaucoup investir cette dimension. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque la jalousie commence à devenir maladive ou prendre le pas d'une façon trop importante, la sexualité est touchée de la même façon. Je te retire ça. Je décide de te donner ou de te retirer cet élément-là. Alors, allez-y, racontez-nous comment ça a commencé à être difficile à vivre. Bah, parce que je pouvais pas m'absenter pour... j'étais toujours partie trop longtemps, ou il se demandait toujours où j'étais passée. Moi, je suis quelqu'un de très nature, donc je pouvais facilement aller passer du temps à cheval dans les bois. Je voyais pas le temps passer, et puis j'étais toujours partie trop longtemps, quoi. Et alors, il me trouvait des amants. Voilà, il me trouvait toujours des amants, toujours quelqu'un qu'on avait rencontré précédemment. Il était persuadé que j'avais fait l'amour avec, voilà, quoi. À chaque fois, et puis à chaque fois c'était indifférent. À chaque fois, c'en était un autre, et toujours un autre. Et puis, il disait toujours qu'il recommencerait pas.
qu'il avait confiance en moi et qu'il était con de... C'est-à-dire qu'il vous faisait une scène, vous arriviez à le rassurer, donc là il s'excusait, donc vous vous disiez bon bah c'est bon, on continue. Il faisait pas de scène, justement, c'est ça qui est dingue, parce que il me faisait juste la tête, il me faisait la gueule, quoi, la gueule. Je rentrais, il me faisait la gueule. Alors moi je comprenais pas pourquoi au début, puis après une journée passait, deux journées passaient, je dis ben qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu fais la gueule? Puis il me disait bah voilà, je suis persuadée que alors moi, c'est terrible. Oui, il boudait. En fait, les jaloux sont souvent agressifs et la bouderie, c'est une agressivité passive. Hein. Oui, surtout quand on vous dit, quand vous aimez quelqu'un, que vous aimez que lui, que vous êtes fidèle, et puis quand on vous dit que vous le trompez, c'est terrible. C'est terrible pour quelqu'un qui aime vraiment profondément l'autre. Oui, parce que c'est extrêmement... sentir qu'il est capable de penser que vous êtes comme ça, pour moi, c'est de la trahison. Oui, parce que ce qu'il projette sur vous, c'est que potentiellement lui pourrait le faire. Donc vous pourriez le faire. Et c'est extrêmement blessant parce que vous l'aimez réellement. Et c'est intéressant dans ce que vous évoquez parce qu'on retrouve les comportements types. Mais vraiment, c'est fascinant à voir du jaloux. Premier comportement, c'est la suspicion. Exactement ce que vous évoquez. On commence à interpréter les gestes, les attitudes. Pourquoi ? Parce qu'il commence à s'inquiéter que quelqu'un vienne et prenne sa place. Deuxième élément, ce que vous avez été confronté, c'est les ruminations. Donc dans sa tête, il repasse en boucle. Et quand il parle pas, il tourne dans sa tête ce qu'il a hypothétisé qui s'était passé. Voilà. Après, vous avez droit aux interrogatoires. Donc 50 questions sur vos faits et gestes. Où est-ce que vous avez fait pour chercher une erreur dans ce que vous auriez dit? On se retrouve avec l'inspecteur Gadget qui se met à enquêter. Là. Et puis après, c'est la comparaison avec les autres. Il ne cesse de se comparer aux autres. Bien sûr, en se dénigrant. Ce qui veut dire que vous le rehaussez. Mais non, tu es quelqu'un de tellement bien, je t'aime, etc. Puis on recherche d'exclusivité et de possession. Et alors là, il est prêt à tout pour vous garder. Jusqu'à la prochaine crise qu'il aura. Eh oui. Et donc, si je comprends bien, c'est ce qui a fini par mettre un terme à votre histoire? Bah, oui. Parce que moi, je voulais vraiment vieillir avec lui, quoi. Je l'aimais, je n'aimais que lui. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout de 10 ans, voilà. Et ça s'aggravait, il était de plus en plus jaloux, généralement. Ça n'allait pas mieux, il disait toujours qu'il allait changer, et finalement quand j'écoute vos émissions, maintenant depuis j'écoute vos émissions et m'aperçois que les gens ne peuvent pas changer. Il aurait fallu faire un vrai travail qu'il n'avait pas de raison de faire, parce qu'en fait il souffrait sans souffrir, en fait, puisqu'il projetait sur vous. Oui, il souffrait, il me faisait souffrir et lui il souffrait aussi. Et on souffrait tous les deux. Tout à fait. C'est terrible. Le pire, c'est qu'il a quand même vu trois psychologues et je crois que quand la psychologue commençait à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, il décrochait. Je pense qu'il avait peur de souffrir enfin, je sais pas. Enfin, voilà, il décrochait. C'est pas facile, cela dit, Fabrice Bach, d'aider un jaloux un peu maladif à ne plus l'être. Hein. C'est très compliqué. Oui, c'est très complexe parce qu'en fait, il faut pouvoir agir à 2 niveaux en simultané. Agir, bien entendu, à titre individuel, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe ne peut pas l'aider dans sa jalousie lorsque ça devient véritablement maladif ou pathologique, puisqu'il fait partie du système. Donc la seule façon que vous avez de l'aider, pour lui, c'est de répondre à sa demande émotionnelle, affective, de valorisation, donc de combler ses failles narcissiques. Donc, il faut pouvoir agir, 1, au niveau du couple, et 2, au niveau individuel, et les 2 en parallèle. Si on fait l'un sans l'autre, fréquemment, c'est très compliqué, parce que comme vous l'avez très bien évoqué, votre conjoint a été voir 3 psys, qu'à chaque fois qu'il commençait à s'approcher de la réelle problématique, qui pouvait être liée à des problématiques dans l'enfance, aux liens parentaux, immédiatement, il fuyait. Ça ne peut pas être touché, ça va faire trop mal. Mais finalement, la souffrance qu'il vivait avec vous au quotidien, ça, c'était acceptable. Voilà. Et d'où il faut pouvoir agir sur les 2. Parce que si au même moment, et ça c'est important que les auditeurs l'aient en tête, c'est-à-dire que dire voilà, tu es jaloux, il faut que tu ailles te faire soigner, et la personne y va, ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait un travail aussi qui se fasse au niveau du couple, pour que, à un moment donné, celui qui est jaloux et qui fait porter à l'autre sa jalousie, il y a une nécessité vitale d'un rééquilibrage entre les 2 partenaires. Sans quoi, celui qui subit, à un moment donné, n'en peut plus. Parce que ça va mettre beaucoup de temps à avancer individuellement. Oui, tout à fait. Puis quand on vous promet qu'on ne recommence pas, puis que... Oui, mais c'est plus fort que lui, hein. De toute façon, c'est... Et en plus, ce qui est dur, c'est qu'ils sont sincères quand ils disent ça. On ne peut pas s'en empêcher. Oui.
Merci en tout cas de ce témoignage, Charlotte, qui illustre bien la jalousie maladive j'ai presque l'impression qu'il y a plus d'hommes qui en sont dans cette jalousie-là que de femmes. Alors effectivement, c'est très intéressant comme remarque. On retrouve globalement 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Oui. Et vous l'expliquez comment ? Alors, après les avis sont partagés sur cette explication. On retrouve donc des failles, des blessures narcissiques liées à la construction de l'estime de soi et au lien à la mère. Et les garçons sont beaucoup plus touchés. Parce qu'ensuite, lorsqu'on peut dire, oui, mais il peut se construire aussi par rapport à son père, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que les filles, c'est beaucoup plus simple dans la construction. En fait, si elles ne trouvent pas ce regard lié à la mère, elles vont chercher autre chose au niveau du père. On va rentrer dans les concepts psy, au niveau ludique, etc. Mais elles vont pouvoir se construire. De toute façon, oui, elles vont à un moment donné déplacer leur amour pour le père, tandis que le garçon reste dans l'amour de sa mère. Je comprends bien. Merci Charlotte, en tout cas, de ce témoignage. On va continuer dans un instant avec notre Sexy News, Flore Chéri, qui nous emmène dans un salon de littérature érotique pour dimanche prochain. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Fabrice Bach, nous retrouvons Flore Chéri. Alors, Flore Chéri, vous vous organisez pour la combienième année déjà La 7e édition. 7e édition. Ouais. Ce salon de littérature érotique qui a lieu dimanche à la Bellevilloise dans le 20e. Et donc c'est vraiment intéressant, Fabrice Bach, parce qu'il y a toujours énormément de monde, et je pense que ce sera le même cas dimanche, énormément de participants et une ambiance vraiment très chaleureuse de gens qui sont ouverts justement à l'érotisme. Et non pas forcément tout de suite à la pornographie. Donc bravo, en tout cas, c'est une belle réussite, Flore. Merci beaucoup. Oui. Et vous avez envie évidemment de nous en parler. Oui, je vais vous en parler, mais peut-être après ma chronique qui est sur les jeunes qui veulent voir moins de sexe dans leurs séries télévisées. Alors, c'est une jeunesse qui est de plus en plus critique sur ce qu'on leur propose comme contenu via les écrans, les films, les séries, notamment en matière de sexualité. C'est une étude américaine qui suggère que la génération Z, celle des moins de 24 ans, souhaite voir moins de scènes de sexe dans leurs séries préférées. La moitié d'entre eux considèrent que la plupart des scènes de sexe proposées ne sont pas utiles à l'intrigue et apprécieraient suivre des histoires où les relations ne sont pas seulement basées sur des romances, plus d'amitié, de relations platoniques ou familiales. Généralement, il y a même une forme d'agacement de l'amour-être entre 2 ennemis qui se rendent compte finalement qu'ils s'aiment et qui finissent par coucher ensemble, ou de scènes de sexe qui fondent le décor du film. On pense bien sûr à Euphoria, Elite ou encore The Idol, les séries phares de Netflix et HBO pour les ados. Alors on rappelle que ce sondage, il arrive dans un contexte où les jeunes connaissent déjà des périodes de récession sexuelle, que ce soit en France ou aux États-Unis. Le mouvement des asexuels connaissait déjà de l'ampleur avant 2020, mais c'est surtout depuis l'épidémie du Covid-19 que la vie sexuelle des jeunes s'est considérablement amenuisée. On se rappelle de ce chiffre choc français, près d'un jeune sur 2 entre 18 et 25 ans n'a pas eu de rapport sexuel en 2022 et en 2021, alors qu'il n'était qu'un quart il y a 10 ans. Résultat d'une jeunesse qui se virtualise de plus en plus, qui souffre d'un avenir plus anxiogène, mais aussi de relations amoureuses ou sexuelles de plus en plus compliquées où les codes sont pas toujours très clairs. Et c'est pourquoi cette jeunesse laisse aux adultes le soin de leur proposer des séries en accord avec leurs réels problèmes, qui est moins de savoir si Jennifer va bien être invitée par Brandon au bal de fin d'année que de savoir comment créer des amitiés solides, durables et honnêtes dans le temps. Souchon écrivait: on nous inflige des désirs qui nous affligent dans Full Sentimental, et c'est peut-être le cas avec cette nouvelle série Frenchy Shore de Paramount+, qui vient de sortir tout récemment en France et qui offre une surenchère dans la réalité ultra trash avec des participants sursiliconés, de la violence verbale, des disputes toutes les 5 minutes et une sexualité particulièrement volage et assumée. La série fait déjà un carton sur le réseau social préféré des jeunes, TikTok, où le hashtag Frenchy Shore cumule près de 35 millions de vues. Si une partie des jeunes s'en amuse, attention à ne pas creuser un peu plus le sillon d'une jeunesse lassée de l'imaginaire creux et déconnectée de leur réalité, quand celle-ci aspire profondément à une forme d'apaisement et de sérénité.
C'est curieux parce qu'en même temps, j'ai lu cet été un bouquin d'une sociologue qui était assez chiant à lire, faut bien le dire, mais intéressant. Et finalement, on voit que les jeunes ont un peu les mêmes aspirations de toute façon, quel que soit le milieu social, puisqu'elle a fait son enquête dans la Sarthe, je crois, dans le 93 et à Neuilly-sur-Seine. Hein. Donc on voit bien les trois catégories sociales les plus stéréotypées. Et elle disait que finalement les jeunes filles cherchent quand même à rencontrer un homme qui les aime, on va pas dire un prince charmant mais presque, et les jeunes garçons cherchent à rencontrer assez vite une fille avec qui ils peuvent avoir une relation pour pas passer pour un mec qui n'assure pas, etc. Donc c'est curieux parce qu'à la fois on a un peu tout et son contraire, et moi j'avoue que je sais plus très bien qu'est-ce qui existe aujourd'hui, parce que ce que vous dites je veux bien l'entendre aussi, et c'est certainement vrai aussi. En fait, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont là. Et qui bougent pas. Et qui bougent pas ouais, c'est ça. Depuis l'aube des temps. Sauf que notre société aujourd'hui les a bousculés, ces fondamentaux. Effectivement, ces jeunes qui très tôt dans les séries sont confrontés parce qu'il faut faire du sulfureux, donc à quelques éléments pseudo-pornographiques, mais pas trop, mais un peu quand même. C'est rare parce que on veut attirer, pas tant attirer les jeunes, qu'un peu plus large, en fait. Et du coup, ça agresse ces jeunes parce qu'ils sont pas prêts à ça. Au-delà, encore une fois, la pornographie a toujours participé de l'éducation de la sexualité à Rome, on trouvait déjà des graffitis pornographiques. Mais même dans les cavernes, voilà, ça c'est normal. Mais c'est comment, à un moment donné, on a donné accès à tout et n'importe quoi, sans limite en fait, et surtout sans compréhension. Mais je crois que le problème actuel de la jeunesse, et puis même je dirais des humains, c'est que finalement on a un petit peu cassé les anciens repères, et c'est très bien parce qu'il y avait sûrement trop de conservatisme. Certainement. Et on met en avant, notamment par le wokisme, des choses très quand même plutôt marginales. Du coup, les gens ne savent plus très bien, et je crois qu'on a vraiment toute une société qui est en perte de repères et qui va pas bien, quoi. Oui, c'est surtout ça. Je pense que c'est le manque de code, là où il y a une aspiration qui est, claire, stable, qui est de l'amour, et puis l'envie de rencontrer l'autre, et puis il y a de l'insincérité. Peut-être que c'est ça, c'est cette génération qui est soumise à l'insincérité des réseaux sociaux qui montrent une vie qui n'est pas réelle, des téléréalités qui montrent une vie qui n'est pas réelle, et disent finalement à quoi on peut s'accrocher, qu'est-ce qui est vrai. Et là aujourd'hui, la proposition Netflix, TikTok et de la télé-réalité ne répond pas à leurs questions. Parce que c'est pas des jeunes qui le font. C'est peut-être pour ça, mais oui, c'est ça. On voit que la génération d'au-dessus n'a peut-être pas encore les codes et les enjeux de celle qui a été un peu traumatisée par le Covid et qui est en recherche de socle et de relations solides. Il y a des fondamentaux qui existent dans la société. Je fais un parallèle un peu particulier. Si on prend Star Wars, le tout premier, une telle extension mondiale, mais qu'est-ce qu'il a fait, George Lucas? Comment il a réussi à faire ça? Il a touché des fondamentaux dans l'imaginaire. Et ça a fonctionné. Bon, après, ce que c'est devenu, c'est autre chose. Mais la première trilogie est extraordinaire dans ce qu'il a réussi à toucher. Et ces fondamentaux existent. Et aujourd'hui, on les a brouillés. Et les jeunes ne savent plus. Et effectivement, je rejoins tout à fait tous ces réseaux sociaux, tout ce qui est montré, tout cet étalage qui est là. À un moment donné, tout le monde veut vivre une vie extraordinaire, magnifique, merveilleuse. Mais finalement, moi, fondamentalement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je sais plus. Et du coup, je me replie. Et on se replie de plus en plus. Donc, effectivement, la sexualité, on ne sait plus ce qu'on peut y trouver. Oui, il y a eu peur. Il y a eu aussi beaucoup de peur, qui se sont un petit peu exacerbées, beaucoup d'anxiété. Enfin, et c'est vrai que, en même temps, moi, je trouve formidable quand on est jeune d'avoir envie de changer le monde, de le refaire. Enfin, je veux dire, faut aussi les encourager à ça. Hein. Mais malgré tout, l'être humain reste l'être humain, et on n'a pas tellement évolué. On a toujours. Il y a des choses qui se doivent d'évoluer, et des choses qui se doivent de rester, et on ne fait plus la dissociation entre les deux. Tout doit évoluer dans tous les sens. Et même quand on sait ce qu'on veut, je trouve ça plus difficile aussi, parce que les codes sont plus du tout les mêmes. On partage pas forcément les mêmes codes. Peut-être quand on vient de Neuilly ou de la Sarthe, et on se retrouve peut-être avec une société qui est moins homogène en termes de codes. Donc quand on va par exemple à un date ou quand on rencontre une personne, on sait plus trop sur quel pied danser, même si on est sûr de ce qu'on veut. Déjà, on sait plus trop comment s'habiller. Déjà. Non, mais et puis ce que ça veut dire, les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Est-ce que quand on parle d'amour, la personne a la même chose en tête? Enfin, ça devient plus compliqué qu'à une époque. Quand on voit des jeunes qui se posent la question, au bout de combien de temps je dois répondre à un message pour ne pas qu'ils pensent que je suis trop accroché ou pas,
On répond comme ça, c'est tout. Non, on commence à élaborer des stratégies, etc. Qu'est-ce que ça se complexifie? Et trop de complexité, à un moment donné, ça freine. Et comme trop de liberté tue la liberté. Exactement. C'est toujours le problème des extrêmes. Alors justement, Flore Chéri, vous continuez à penser que l'érotisme est nécessaire, est utile, oui. Et je suis assez d'accord avec vous. et je serai d'ailleurs à ce salon de littérature érotique dimanche. Alors, racontez-nous un petit peu, prenons un petit peu de temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce salon-là, tout au début, il y a 7 ans? En fait, j'organise, maintenant ça va faire depuis 11 ans, des ateliers d'écriture érotique. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans la sexualité, que ce soit en tant que journaliste ou... Parce que vous travaillez aussi à Union.fr. Voilà, je travaille aussi à Union.fr. Et puis j'ai travaillé pour beaucoup de médias différents. Et puis ça m'a aussi permis de fédérer des différentes communautés dans le milieu de la sexualité. Et ça a été ma porte d'entrée. Donc une fois qu'on connaît beaucoup d'auteurs, d'autrices et qu'on connaît aussi toutes les maisons d'édition du secteur, on se dit c'est assez facile finalement de proposer ces discours. Et comme j'ai quand même très à cœur d'être plus que d'avoir des idées, d'être une passeuse d'idées, de gérer des endroits où les gens se sentent libres de pouvoir donner leur discours, donner leurs opinions, dire sincèrement ce qu'ils ont dans leur tête. Finalement, organiser un salon avec des maisons d'édition dans la littérature érotique qui souffrent d'un manque de visibilité, parce que c'est pas si facile de sortir un livre pour des raisons de censure, de protection des mineurs, pas de censure, mais de protection des mineurs principalement. On est toujours obligé de passer par des réseaux alternatifs, ce que je comprends parfaitement. Mais ça empêche ce type et ce genre littéraire d'avoir pignon sur rue, d'avoir de l'argent et potentiellement parfois des écrits de qualité. Là, le salon de la littérature érotique, c'est aussi un moyen de redonner une visibilité à ce genre littéraire qui peut souffrir parfois d'un manque d'espace à lui. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que c'est toujours très difficile de connaître quel est le bon livre qui va nous plaire érotique, si je puis dire, parce que justement il y a peu de presse, donc on les trouve relativement facilement maintenant, d'autant plus qu'on peut sur internet en acheter. Mais c'est vrai que devant un titre et un auteur, on ne sait pas très bien, et c'est vrai que c'est ça aussi qui est difficile, et c'est un peu dommage. Et surtout que c'est une littérature, si là on parle d'un point de vue de ce qui sort d'année en année, qui change énormément. Elle était très masculine sur tout le XXe siècle, et là je dirais vraiment depuis 2010, toutes les maisons d'édition ne sortent presque que des romans érotiques écrits par des femmes. Ouais, c'est vraiment un tournant majeur dans cette littérature qui passe un petit peu inaperçu, mais qui change beaucoup de choses sur ce qu'on peut lire. La romance érotique aussi, qui fait un carton depuis 50 nuances degrés. Déjà, on avait les prémices avec Histoire d'eau qui cartonnait, on se disait qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Et là, on voit que la romance érotique se développe à vitesse grand V dans toutes les bibliothèques des femmes. Oui. Alors voilà, c'est dimanche, si vous avez envie. Ça commence dimanche après-midi, je crois. Hein. Oui, c'est de 15h à 21h. De 15h à 21h, si vous avez envie, c'est dans le 20e. Bon, vous allez trouver de toute façon sur Internet, si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à dimanche. René est avec nous pour 3 questions intimes. Bonjour René. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Et je tenais à remercier vos collaborateurs et collaboratrices. Nous formons une très très bonne équipe sur Sud Radio, et c'est pour ça que nous grimpons, nous augmentons notre audience, et notamment sur YouTube. On est très très nombreux, et je vous en remercie de votre fidélité. Alors René, première question évidemment, est-ce que vous lisez des livres érotiques ? Ça m'est arrivé de temps en temps, mais beaucoup moins maintenant. D'accord. Quand vous étiez plus jeune, c'est ça ? Oui. Quand vous aviez la main baladeuse ? Entre autres, et notamment Union, voilà. Ah bah oui, Union. Et je peux, par rapport à ça, il est vrai que je pense que la femme est beaucoup plus prolifique que l'homme à ce niveau-là. C'est pas les mêmes écritures, je trouve. Mais justement, elle est plus prolifique. Elle a plus d'imaginaire peut-être, oui, c'est moins direct. Stéréotypé aussi. Oui. Bon, très bien. Deuxième question. Est-ce que vous êtes adepte de la sodomie ? Je ne sais pas pourquoi je pose tout un peu cette question, mais pourquoi pas ? Si ma partenaire le demande, oui, mais sinon, pas spécialement. D'accord, donc c'est plutôt pour rester aimable que par désir personnel. Non, j'apprécie aussi.
Oui, je me doute bien, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui vous attire particulièrement. Et, Voilà. et dernière question, à part dans un lit, où est-ce que vous aimez faire l'amour ? Un peu partout. Carrément. Mais quelle serait la préférence si vous fallait choisir un lieu particulier ? J'en ai essayé beaucoup. J'ai une 50aine d'années, donc un début de 50 ans, pardon. Donc oui, j'ai fait plusieurs choses, les voitures, la plage, j'ai essayé aussi l'ascenseur et autres, tous les principes de base. Et Les grands classiques, oui. Et alors voilà, finalement, qu'est-ce qui vous attire le plus ? J'ai pas de préférence. J'aime bien faire l'amour. D'accord. Vous pouvez poser une question à Fabrice Bach qui vous écoute, allez-y. Alors oui, actuellement, je suis avec une nouvelle partenaire qui en fait s'est retrouvée, qui a vécu sa vie, elle a connu les milieux libertins et autres, mais par contre m'a avoué qu'elle était très jalouse et que elle ne supporterait pas que je puisse avoir d'autres partenaires. Mmh. Et alors, c'est quoi votre question ? Savoir si je dois lui dire ou pas si ça doit arriver. Si vous alliez en club libertin, c'est ça ? Non, elle, c'est ma partenaire. Moi, j'ai jamais testé. Alors, je crois qu'il y a deux niveaux dans ce que vous évoquez. Le fait qu'elle ait été en club libertin, si elle y était seule, c'était pour sa construction à elle. Si elle était avec quelqu'un, c'est encore une autre situation. Maintenant, le fait que y a cette notion voir jusqu'où d'appropriation de votre personne sur le plan sentimental, peut-être aussi sur le plan physique. Vous pourrez imaginer que si elle vous considère comme étant un très bon amant, elle puisse être jalouse du fait que vous puissiez faire quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, ce qui pourrait se comprendre en soi. Donc, comme je disais à l'instant, est-ce que du coup, est-ce que vous devriez le vivre de votre côté ? Là, je peux me positionner. Non, parce qu'elle vous l'a posé, qu'elle ne le supporterait pas. Concrètement. Maintenant, comme je le disais au début de mon intervention, c'est important de savoir, au départ, est-ce qu'elle a été dans ces milieux seule ou accompagnée ? Seule. D'accord, donc c'était bien pour elle qu'elle faisait cela. Donc elle n'envisage absolument pas que ça puisse être vécu en couple. Elle m'a carrément dit, parce que je lui ai dit que je voudrais bien essayer, mais elle m'a carrément dit non. Mmh. Je ne le supporterai pas. Mmh. Et vous, ça vous a excité quand elle vous en a parlé ? Oui, ça m'a intéressé. On va dire ça. Oui, ça interpelle, bien entendu. Maintenant, je crois qu'il faut soyez vigilant. Elle vous a posé quelque chose d'important. Elle a vécu dans son expérience de vie personnelle à elle, dans son chemin de vie sexuelle, cette expérience-là. Elle en a tiré quelque chose pour elle. Visiblement, elle ne souhaite pas forcément le transposer au niveau d'une relation dans un couple. Elle en a fait le tour et maintenant, elle a envie de vivre une histoire avec vous. À deux. Voilà. Et ça lui suffit largement. Voilà. Merci René, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. On va faire une petite pause et on retrouve Karine dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien Fabrice Bach, on continue sur la jalousie avec vous aujourd'hui et c'est bien parce que nous avons une femme qui était jalouse, n'est-ce pas Karine ? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Fabrice. Bonjour. Oui, je voulais témoigner. Merci, c'est important parce que si vous témoignez, c'est que vous l'êtes peut-être un peu moins. Je suis pas. Oui, non. Je voulais témoigner sur le sujet par rapport à des expériences du passé parce que je suis pas du tout à proprement parler du tout jalouse ni envieuse de quoi que ce soit. C'est pas ma nature profonde. Ni fondamentale, mais dans ma vie de couple plus jeune, j'ai eu un accès de jalousie avec un partenaire, et puis je me suis souvenue après en avoir parlé un petit peu tout à l'heure avec avec Jordan, je crois, qu'il y avait eu un autre un peu plus tard qui avec du recul, je pense que cela activait en fait des traumatismes de l'enfance, d'insécurité, parce que j'ai grandi vraiment dans un climat d'insécurité affective, et du coup je pense que comme j'étais pas suffisamment construite à cette période de ma vie, ça m'a mis en... Votre partenaire a appuyé sur ces zones un peu fragiles. Oui, et puis surtout j'avais pas fait
de bons choix dans ce partenaire, parce que ce serait aujourd'hui, ce serait pas du tout comme ça. Oui, mais c'est pas par hasard. Hein. Vous avez peut-être choisi ce partenaire pour qu'il vous aide à appuyer là où il fallait un peu travailler. Hein. Oui, surtout, je me dirigeais comme un robot formaté que j'étais vers l'insécurité, l'irrespect, voilà tout ce que je connaissais en somme. Mais ça a été très douloureux, donc j'ai tenté de me remettre en question, de comprendre pourquoi j'avais de tels agissements ou de telles pensées, parce que je projetais sur lui des choses qui, si ça se trouve, n'avaient pas lieu. Hein, et puis et donc je me suis analysée, j'ai vu des thérapeutes, et puis au gré de ma vie, j'ai compris où ça pouvait remonter, et ça ne s'est jamais reproduit en fait, parce que je vous disais, peut-être parce que vous l'avez travaillé, hein, bravo. Je l'ai travaillé, ce point-là, parce qu'autrement, c'est vrai que je ne suis pas jalouse. Vous voyez, avec ce partenaire, je l'avais même emmené en club échangiste avec moi. Donc, j'ouvrais un champ des possibles dans le domaine pardon pour ma voix enrhumée. dans le domaine ça va. J'aimais explorer plein de choses qui, je pense, auraient pu me mettre en danger, et pour autant non. Cela étant dit, moi qui connais bien le libertinage, d'abord pour l'avoir fréquenté moi-même quand j'étais beaucoup plus jeune, et puis maintenant pour continuer à explorer et écouter des libertins, il y a quand même une notion de contrôle lorsqu'on va ensemble libertiner, comme ils disent. Parce qu'au fond, on est là. Et l'autre peut-être a une relation avec quelqu'un d'autre, mais on est là, on contrôle. Et c'est devant nous ou avec nous, c'est pas... vous voyez ? Oui, alors moi c'était pas du tout comme ça que ça se passait, parce qu'en fait moi je voulais y aller coûte que coûte, et d'ailleurs quand il n'avait pas l'envie, ou j'en parlais pas systématiquement, et j'y allais seule. J'étais un petit peu... d'accord, mais c'était donc un désir d'expérimenter comme la copine de René qui tout à l'heure, pour vous construire pour découvrir, pour... Oui. Et puis pour explorer des choses, alors du coup lui en faire profiter, parce que il était peut-être pas, il connaissait pas, donc voilà, mais autrement, comme il était, il avait des attitudes qui me mettaient face à des, j'en avais pas conscience, mais face à des choses qui me choquaient quand j'étais petite, ou avec mon environnement familial. Ces attitudes-là me glaçaient, me peinaient beaucoup, et je devenais jalouse. Oui. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, mais je crois que ce serait devenu folle. C'est intéressant ce que vous évoquez, parce qu'effectivement, il faut toujours parfois être vigilant à un conjoint qu'on peut avoir qui peut se représenter la jalousie comme faisant partie quelque chose de normal dans la relation, et va commencer à chercher à l'activer chez l'autre. Et sans s'en rendre compte, il commence à appuyer sur des points extrêmement sensibles. À ce moment-là, ça explose. Sauf que lui, ce qu'il voit juste à ce moment-là, c'est tiens, il y a une réaction émotionnelle très forte. Donc je recommence. C'était ça. C'était ça. Et là, à un moment donné, le problème, c'est que c'est un engrenage, et il se fait piéger par ça, vous aussi, et là, ça devient très compliqué à gérer. Et c'est toujours plus de la même chose. Et on était allé voir parce que je cherchais des solutions. Hein. Et on était allé voir un thérapeute de couple, un sexologue qui était assez connu. Il avait écrit des bouquins. Bon, il est décédé maintenant. C'était le docteur Pouda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, ça remonte. Hein. Et ça n'a pas mis 5 minutes. Hein. Il nous a dit écoutez, c'est simple. Elle a besoin de quelque chose, vous ne lui donnez pas. Elle vous le réclame. Vous lui donnez encore moins. Et c'est comme ça que ça dégénère. Et en fait, c'était résumé assez simplement, mais c'était tellement ça.
Et là, je me suis dit, mais je suis dans un cercle infernal. En tout cas, il est clair que c'était une relation qui ne convenait pas ni à l'un ni à l'autre, et vous avez eu raison d'en mettre un terme. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci. Ça montre bien que la jalousie, parfois, elle est très ponctuelle, parce qu'elle alimente quelque chose, et ça peut aller mieux. On va continuer à en parler tout de suite après les infos, bien sûr. Petite devinette, qu'est-ce qu'une femme prend quand son mari ne lui fait plus l'amour? Vous pourrez donner la réponse après les infos, Fabrice Bach. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Fabrice Bach aujourd'hui, psychologue, thérapeute de couple, auteur également de Jumeaux aux éditions Solar. La prochaine fois que vous venez, on fera une émission sur les jumeaux à nouveau, parce que c'est un sujet tout à fait passionnant, intéressant. Mais pour l'instant, nous parlons de la jalousie avec vous sur Sud Radio, et vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 0826 300 300. On va donner la parole à Anaïs qui nous a rejoint, mais d'abord j'aimerais la réponse à ma devinette. Qu'est-ce qu'une femme prend quand son mari ne lui fait plus l'amour? Je ne sais pas, mais dites-moi. Un amant, évidemment. Oh, c'est c'était facile. C'était facile, c'est pas. Bonjour Anaïs. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, vous allez nous raconter une histoire qui n'a pas duré longtemps, parce qu'il était terriblement jaloux, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça a duré... c'est une relation qui a duré un an et demi à peu près, mais avec des coupures de temps en temps quand même. Donc on vivait pas tout le temps ensemble, on avait chacun notre chez-soi. Et il était hyper jaloux, c'est-à-dire que moi je ne travaillais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah bon. Et on vous écoute. Voilà. Excusez-moi, j'ai cru que c'était coupé. Non, donc oui, il était très jaloux. Donc moi je travaillais pas, il travaillait, et il m'appelait à longueur de journée puisqu'il avait la possibilité, pour me demander où j'étais, s'il était en train de faire des courses, il fallait que, là où j'étais, il fallait que j'envoie une photo de la boutique, du lieu. Parfois, il me demandait les tickets aussi de caisse pour savoir si ça correspondait à l'heure. Voilà. Non, mais c'était très, très là, on est au niveau maladif. 3, la possessivité complète. Voilà. Donc, de toute façon, photos, je me permets, Anaïs, de le dire à tous ceux qui nous écoutent. Lorsqu'on est avec quelqu'un et que dès le début de la relation, il est en train d'essayer de vérifier notre emploi du temps, prudence, parce qu'on a forcément affaire à quelqu'un qui va vite devenir de plus en plus jaloux. En général, ça ne fait que s'aggraver, même si on essaye de le rassurer. Alors au début, ça s'est pas trop vu, mais ça a été quand même assez rapidement. Le premier clash, c'est parce que j'avais liké quelque chose sur Facebook d'un ami, et donc j'avais couché avec lui déjà. Forcément. Voilà, c'était un truc tout bête, mais c'est vrai que moi je me suis pas arrêtée à ça, et après c'est allé crescendo, ça devenait vraiment, il m'appelait le soir quand on se voyait pas, il m'appelait, il entendait parler mon amant, j'allais voir ma maman. En plus, il entendait des voix. Oui, j'allais chez ma maman, c'était parce que j'allais voir le voisin. C'était pendant le confinement. Ce qui est intéressant dans ce que raconte Anaïs, Fabrice Bach, c'est qu'on voit comment souvent chez le jaloux maladif, parce que là il y a pas de doute, il y a une sorte comme ça de fantasmatique, et il croit à ses propres histoires qu'il se raconte, évidemment, mais quand même. Ça devient délirant en fait. C'est ça. Et ce qui est particulier, c'est que plus la personne qui subit cela essaie de lui démontrer le contraire, mais toute sa bonne foi, plus il doute. Ouais. Plus la preuve, tu essayes de justifier. C'est de la paranoïa finalement, quelque part. Complètement. Ouais. Quand on atteint les phases 3 et 4 de jalousie, la paranoïa va de façon croissante. Et le problème... C'était ça en fait. Moi j'essayais de lui prouver, je disais mais quand même tu vois bien que... Et c'est vrai que ça empirait quoi. Et il débarquait même chez moi le soir, quand juste après qu'on se soit téléphoné, il était à un quart d'heure de chez moi, donc il arrivait sans me dire
c'était pas prévu. Et il allait voir s'il y avait personne dans les placards, quoi. Oh là là. Ça lui est arrivé. Je me suis demandé ce qu'il faisait. Il est rentré, il est allé voir les placards. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez ressenti ça? Vous avez eu peur? Vous vous êtes dit, attends, j'ai affaire à un fou? Comment vous avez... Oui, enfin, oui. Au début, on le trouve finalement très gentil, très attentionné. Voilà, il était très gentil, oui. Petit à petit, au début, après, je me suis dit, c'est moi qui suis pas normale. Voilà, je commençais à me demander si c'était moi. Et puis après, quand j'ai vu les proportions que ça prenait, je lui disais carrément que il était malade, quoi. Mais je pense qu'il était. Il y avait des clashs, voilà. Donc là, il était encore plus, il se mettait encore plus en colère parce que je pense qu'il le savait. En fait, il me racontait. Il me parlait de son père avec qui il lui parlait pas la moitié du temps, et son père était jaloux, trompait sa mère. Enfin voilà, je pense qu'il a eu des problèmes dans son enfance avec ça. Et ce qu'il me décrivait de son père, c'était ce qu'il était, et je lui disais, ce que tu me dis, c'est toi là. Mais bon, voilà, il me disait que c'est pas vrai, quoi. Oui, mais c'est intéressant ce que vous évoquez, parce que quand on est confronté à un jaloux maladif, parce que là on est vraiment dans ce que vous décrivez, la pathologie de la jalousie. Aller voir dans des placards s'il n'y a pas quelqu'un, enfin c'est complètement délirant à un moment donné. C'est-à-dire que il a vécu, et vous venez de l'évoquer, dans sa vie à un moment donné, par son père, des problématiques. Il se les a appropriées, mais sauf qu'elles ont été démultipliées dans sa pensée. Et là, on glisse dans le côté pathologique. Et là, ça relève de spécialistes. Là, Là, c'est même le psychiatre. On n'est pas dans la thérapie. Non, là, on est là. Mais je lui ai dit d'aller voir quelqu'un, mais j'essayais de lui dire, j'ai dit fais-toi soigner. Bon, je savais même pas si ça pouvait se soigner, mais non, il n'était pas malade, il allait bien. C'était moi qui n'étais pas, c'était moi. C'est un peu le problème de la paranoïa qui parfois n'est pas forcément une spécificité de la jalousie, mais le paranoïaque, c'est très rare qu'il se fasse soigner, justement. Non, parce que justement, le soignant fait partie du complot qui lui en veut. Donc en fait, sa paranoïa, ce qui amène ces gens à un moment donné en psychiatrie, parce que là on est vraiment dans la pathologie mentale, c'est un environnement qui constate tout un ensemble de dysfonctionnements, et ça va être une hospitalisation d'office. Et les soins sont complexes, parce qu'il faut médicamenter, il faut diminuer les seuils d'angoisse, d'anxiété de façon massive, et c'est très 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 difficile. Mais spontanément, lui n'ira pas, puisque de toute façon, toute personne en face de lui est contre lui. En fait, il est allé, il m'a fait prendre un rendez-vous avec le psy que j'avais, moi. Et je pense que c'était en fait pour voir le petit, si c'était pas mon amant, quoi. Exactement. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Parce qu'il a fait un rendez-vous et après, il les a tous annulés. Ah oui. Il n'est jamais revenu. Non, parce il m'a dit que ça servait à rien. Oui, parce qu'il s'est rassuré sur cet homme, enfin je ne sais pas si c'était un homme ou une femme que vous aviez en face de vous. Oui, c'était un homme. C'était un homme, mais dans sa représentativité, ça va, il n'y avait pas de risque, on pouvait aller lui parler, il n'y a pas de problème. Mais vous imaginez jusqu'où il a été dans son délire pour dire peut-être qu'en fait non, vous aviez une... Là on est vraiment dans la maladie. Oui, mais de toute façon, je pense qu'il est paranoïaque, quoi. Tout le monde lui en veut, c'était tout le temps... On était tout le temps contre lui, mais tout le monde, son boulot, tout le monde, il n'y avait que lui à qui on en voulait, quoi. Mais d'ailleurs, vous parlez du travail, mais c'est vrai que dans une société, quand il y a quelqu'un de paranoïaque, c'est très problématique parce que cette personne a l'impression qu'on a fouillé dans son ordinateur, qu'on lui a volé le dossier. Enfin, c'est des personnes qui sont très très difficiles à gérer. Par contre, lui, il fouillait dans le téléphone et il prenait mon téléphone pour voir mes messages et enfin voilà, c'était. Et puis vous aviez forcément effacé les messages de votre amant. Oui, et puis quand c'était un message de quelqu'un qui connaissait pas et qui était un homme, c'était forcément mon amant, quoi. C'est là où on voit le délire, c'est qu'en fait le délire intervient où à un moment donné la réalité est transformée de telle sorte qu'elle corresponde à ce que je veux. Et là on est dans la position du délire. Bien sûr. Voilà. Et moi j'ai eu un passage où vraiment je me posais des questions à savoir si c'était moi ou pas moi. Pourquoi vous vous posiez des questions? Parce que de toute façon, je pensais pas que ça pouvait exister d'être comme ça, quoi, à ce point. Vous écoutez pas assez mon émission, Anaïs.
Parce que malheureusement, Si, je l'écoute. c'est pas le premier témoignage à ce point-là. Mais là, vous aviez vraiment tiré le gros lot, hein, bravo. Ah oui, mais je pense. Mais bon, alors, quand vous prenez la décision de le quitter, j'imagine ça n'a peut-être pas été aussi simple que ça, si? Non, ça n'a pas été simple, hein, parce que en fait, il faisait des coupures régulièrement, c'est-à-dire qu'il me bloquait le téléphone, je pouvais plus l'appeler et il partait pendant 3 semaines. Quand il bossait pas, il partait. Il avait un appartement en bord de mer, alors il partait là-bas, mais je savais même pas où il était en fait. Et moi, j'essayais de l'appeler et jamais je pouvais l'avoir. Il me répondait pas ou alors il me laissait devant son portail fermé à clé avec le cadenas. Mm-hmm. Il savait que j'étais devant le portail. Et moi, j'étais en pleurs. Enfin, voilà. Donc, vous étiez quand même amoureuse de lui, donc, à un moment donné. Ah, mais il y avait sûrement de la manipulation aussi, où j'arrivais pas à m'en sortir du pervers, je sais pas. J'arrivais pas à m'en sortir. Et un jour, j'ai eu le déclic. Voilà ce que je veux dire. Paradoxalement, ce sont des gens qui peuvent être très touchants. Oui, parce qu'on sent la part infantile en lui, de petit enfant qui a peur de tout. Et on se dit, on pourrait l'aider. Ils peuvent être très gentils. Oui. Voilà. Et à un moment donné, comme vous le disiez, il y a un déclic. Et pour vous, le déclic, ça a été quoi? Mais en fait, comme il faisait que partir comme ça, il me disait, toi, si tu pars toute seule en vacances, je te quitte. Et un jour, j'ai décidé, comme il me parlait plus depuis 15 jours, enfin, j'avais plus de nouvelles, j'ai décidé de partir en vacances une semaine, là où j'avais l'habitude d'aller quand j'étais seule. Et je lui ai dit une fois, enfin, j'ai fini par la voir et je lui ai dit une fois que j'étais arrivée là-bas. Et donc là, j'ai été traitée de tout, hein. Et après, comme ça, il est jamais revenu et moi non plus. D'accord. Enfin, il a retenté, hein, quelque temps après, il est revenu quand même, me demander des trucs. Mais moi, j'avais fait une croix là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été d'un coup, alors que j'arrivais pas du tout à m'en sortir, quoi. Parce que c'est quand même ça ne semble pas être le cas en ce qui concerne cet homme, mais il faut toujours faire attention parce que c'est des personnes qui peuvent aller quand même très loin dans leur jalousie et qui peuvent parfois, enfin on sait qu'il malheureusement il y a des drames, hein, parfois quand on essaye de quitter bon là la relation n'était pas trop engagée, donc c'est peut-être pour ça que c'était assez facile quand même d'y mettre un terme, mais il vaut mieux être prudent quand même quand on quitte un grand jaloux comme ça. Ouais, mais j'avais un peu peur à un moment parce qu'il y avait beaucoup de violence verbale et j'avais peur ça ne m'étonne pas, qu'il en vienne aux mains. Moi, je l'ai vu piquer des crises parce que j'avais enlevé sa photo de la chambre, voilà. Alors après, il y a un élément qui peut parfois calmer ces gens et éviter les passages à l'acte. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. C'est le fait d'aller dans un commissariat, une gendarmerie et simplement de faire un dépôt de plainte qui ne servira à rien, mais vous avez une trace. C'est-à-dire que vous réinstallez le principe de la réalité et de la loi. Et en fait, ça leur fait peur. Parce que bien sûr, les policiers, les gendarmes sont aussi contre eux, etc. Sauf que vous n'êtes plus toute seule. Et là, brusquement, ils se mettent en retrait. Parce qu'il y a une notion, quelque part au fond d'eux, de peur qui va s'activer. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours à faire ça. De toute façon, on a très souvent intérêt à émettre la loi lorsque dans un couple ça déraille beaucoup. C'est vraiment important de remettre de la loi parce que c'est quand même ce qui redonne un peu d'autorité et de sens, un cadre, et le principe de réalité, le fameux principe de réalité qui fait que l'autre à un moment donné se rend compte qu'il n'a pas tous les pouvoirs et toutes les possibilités. Merci beaucoup Anaïs de nous avoir raconté votre histoire pour ceux qui peut-être malheureusement pourraient tomber sur ce genre de personnage. On fait une petite pause, on continue bien sûr avec vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La jalousie, eh oui, c'est un poison plus souvent qu'un aphrodisiaque. En tout cas, si on en croit les témoignages qu'on a depuis 14 heures, Fabrice Bach, je crois que on n'a pas tellement envie de se retrouver avec un jaloux. Mais on va voir ce que nous raconte Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Fabien. Fabrice. Fabrice, pardon. C'est pas grave. C'est pas grave, il est pas jaloux. Non, du tout. C'est qui Fabien déjà? Il est où? C'est qui ce Fabien, enfin? C'est votre amant, Laurence? C'est ça. Il est dans le placard.
Alors racontez-nous, vous avez connu des jaloux aussi? Oui, alors j'ai connu 2 types de jaloux. Des jaloux qui étaient jaloux de mon présent, donc qui étaient des personnes difficiles à vivre parce que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien regarder, rien faire. C'était la jalousie que je dirais classique, qu'on connaît. Mais j'ai connu un jaloux un peu particulier qui, lui, était jaloux non seulement de mon présent, mais aussi de mon passé. Ça arrive aussi, de toutes les personnes, enfin de tous les hommes que j'avais connus avant lui. J'ai passé des nuits entières à. Et il avait besoin que vous racontiez. Oui, hein, c'est ça. Oui. Oui. Et là, souvent, il y a quelque chose. Ça les excite d'être jaloux. Non, mais en tout cas que vous racontiez. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'à ce moment-là, c'est très intéressant votre témoignage. Le fait des gens qui sont jaloux du passé. On a tous un passé. Il est ce qu'il est. Il n'existe plus. Et le fait d'en être jaloux, en fait, il y a effectivement cette phase d'excitation et ça va exciter quelque chose de très précis chez eux, un sentiment d'agressivité et de violence. Ils viennent le titiller, ça, encore et encore. Parce que ça ne l'excitait pas sexuellement, au contraire, ça le rendait très agressif et très triste. Exactement. Comme si je l'avais trompé dans le présent avec ces personnes-là. Alors, il fallait que je lui explique comment ça se passait, comment ils s'appelaient, où ils habitaient. Est-ce que c'était mieux avec eux qu'avec lui? Alors, forcément, toujours. Des relations de 30 ans auparavant, dans un contexte complètement différent. Mais c'était, je suis rentrée dans son jeu parce que je sentais, et j'avais le sentiment que c'était vraiment une grande souffrance pour lui. Mais le problème, c'est que plus vous rentrez dans son jeu, plus il va demander et encore, alors qu'il ne faudrait pas. Oui. Ça ne s'arrêtait jamais. Et après, en plus, ce qui était paradoxal, c'est qu'il me disait « Je ne devrais pas te demander tout ça parce que finalement, ça me fait souffrir. » Alors, je disais « Ok, donc je ne te le dirai pas la prochaine fois. » Oui, mais en fait, je ne le disais pas la fois d'après, c'était dramatique. Oui, tu veux me cacher quelque chose, c'est parce que c'était mieux. Tu veux pas me le dire, et ça repartait, C'était invivable. Ouais, mais systématiquement, ce qu'on va retrouver, alors là, c'est 100%, systématiquement, c'est une personne qui, dans son enfance, son adolescence, au niveau du couple parental, il y a quelque chose qui s'est passé, chez la mère ou chez le père, qui a modifié le fonctionnement de la famille et ne savait pas ce que c'était. Il n'y avait pas de couple parental modèle, puisque son père l'avait abandonné, entre guillemets, à l'âge d'1 an. Donc il n'avait jamais connu son père quasiment. Et donc il ne peut pas comprendre. Donc il s'intéresse à votre passé, mais s'intéresser au passé de quelqu'un sur le pourquoi, ça active uniquement un sentiment de souffrance, une plaie qu'il ravive lui-même, qu'il ravive systématiquement. Moi j'ai aussi remarqué que parfois il y a une sorte d'homosexualité inconsciente et peut-être qu'on peut imaginer que dans cette recherche de l'homme qui aurait pu être son père, mais bon là c'est un peu compliqué, c'est lui qui pourrait répondre. Mais en tout cas c'est sûr que vous êtes rentré dans son jeu et là je dirais que l'histoire ne peut pas aller bien parce que plus vous rentrez dans son jeu, plus il va vous agresser en quelque sorte. Oui. Et j'avais vraiment le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement que de rentrer dans son jeu parce que on y passait des nuits entières à me poser des questions, à me passer au gris, à me raviver des souvenirs dont je ne me rappelais même pas. Alors il me disait oui, si tu t'en rappelles pas, c'est qu'il y avait des choses à cacher. Il cherchait toujours l'explication négative de la chose en fait. Toujours. C'était difficile à vivre parce que mais qu'est-ce qui vous avait attiré chez cet homme au départ? C'était sa stature, un peu son charisme. Il avait une stature assez imposante, assez stable. On aurait dit. J'avais vraiment le sentiment que c'était quelqu'un de bien dans ses bottes, alors que c'était le contraire en fait. Il y avait sa faille. Il était peut-être bien dans son apparence extérieure, mais il y avait la faille. Complète, oui. Dans laquelle vous vous êtes engouffré. Vous voyez, c'est par exemple le fait qu'à un moment donné, on soit avec un conjoint qui vous pose des questions sur votre passé. C'est normal, il a besoin de comprendre un petit peu, parfois, par rapport à certaines relations que vous pouvez avoir. Là, ce que vous vivez, c'est l'excès, en fait. Ça allait beaucoup plus loin. C'était des heures et des heures le soir à tout raconter, re-raconter. Mais ce qui est troublant, c'est que ce passé, il est passé. Donc on peut rien y changer.
Donc, c'est ce que je lui disais. Voilà, mais lui, il l'utilise pour se faire du mal. Et en fait, vous étiez l'objet de sa souffrance. Donc il y a une relation sadomaso qui s'installe, mais qui est... Je lui disais, mais c'est du masochisme. Tu es en train de te faire mal avec des choses pour lesquelles tu ne peux rien faire. Qui sont passées et qui, de toute manière, ne pourront pas être changées. Sauf donc, qu'il il existait à travers sa souffrance. Et donc vous deveniez l'objet de sa souffrance. Et donc il vous aimait parce que vous lui faisiez du mal. Ah oui. Et ce qui était terrible, c'est qu'il reprochait même à mes ex, entre guillemets, de ne pas m'avoir, eux, demandé mon passé. Ah oui. Ils disaient, mais ils ne te demandaient pas, ils ne te posaient pas de questions. Mais non, sinon, ça n'intéressait personne. Et alors, ce qui est intéressant aussi, qu'on remarque souvent, Fabrice Bach, c'est que ce genre d'homme va choisir une femme qui a quand même un passé assez riche, tant qu'à faire. Oui, paradoxalement, oui. Oui, tout à fait. Oui. Ils vont pas choisir une femme qui n'a eu qu'un copain ou qu'un mari, non. Non, effectivement. Mais c'est fascinant ça, parce qu'ils sont attirés par cela. Il y a une sorte de reconnaissance intuitive qui est là, parce que peut-être en tant que femme, vous pouviez vous positionner dans votre féminité, dans quelque chose, et ça l'a attiré. Mais ce qui a attiré, c'est pas tant vous en tant que femme que l'objet que vous deveniez de souffrance pour lui. Et ça lui plaisait. Et là, effectivement, la relation de couple est plus du tout équilibrée. Et j'imagine que c'est vous, à un moment donné, qui avez mis un terme à cette histoire. Oui, parce que c'était même après, il y avait ce volet-là de la jalousie, plus le volet quotidien de avec qui t'as mangé, avant c'est un homme, c'est un homme, comment ça se passe. Enfin, bon, mais j'avais beau lui expliquer que c'était lui qui m'intéressait et pas les autres, c'était pas un discours qu'il pouvait entendre, donc ça n'est plus possible. Eh ben, merci aussi de ce témoignage. Hein. C'est varié. Hein. On entend bien comment la jalousie peut s'installer et comment elle peut nuire évidemment à la relation. Merci beaucoup Laurence. On va faire une petite pause et on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler des glaçons et puis on va parler aussi d'une BD qui raconte l'histoire de la psychologie. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors là, on va passer sur quelque chose de tout à fait ludique. On va parler des glaçons qui sont tout à fait intéressants dans des ébats sexuels. C'est une manière de faire monter la chaleur de votre libido. Peut-être le chaud et le froid, c'est assez excitant sur nos muqueuses. C'est assez excitant, donc il faut pas être... c'est un petit jeu qui est quand même abordable pour tous, qui est facile, qui sera pas choquant pour personne. Donc n'hésitez pas à utiliser des glaçons lors de vos ébats amoureux. Par exemple, vous mettez un glaçon juste dans votre bouche avant de faire une fellation ou un cuni, et c'est vrai que ça va être... et moi, je suis plutôt pour la surprise, c'est-à-dire vous le faites sans avoir prévenu votre partenaire. C'est parce que là, on sait que la surprise a un effet excitatoire intéressant. Alors, il y a évidemment d'autres astuces. Hein. Par exemple, vous pouvez fabriquer des glaçons mentholés, c'est-à-dire que vous mettez de la menthe au moment où vous mettez l'eau pour qu'elle gèle et qu'elle fasse des glaçons, et ça va d'autant plus stimuler les muqueuses. Vous pouvez aussi faire des glaçons avec une eau pétillante. Il ne faut pas hésiter, et pourquoi pas des glaçons à base d'un petit peu d'alcool. Enfin bref, toujours est-il que ça donnera une envie de lécher, de sucer. Et en plus, ce qui peut aussi être sympathique, c'est que le glaçon, si vous mettez les glaçons par exemple sur le sein, ça provoque une sensation sur le moment peut-être légèrement désagréable, mais ensuite vous embrassez, donc la chaleur de votre bouche. Enfin voilà. Et c'est c'est un petit jeu ludique qui est vraiment franchement abordable pour tous et qui coûte rien. Rien du tout, qui met en œuvre plein de créativité. Voilà, donc n'hésitez pas, c'était le petit sujet pour ce week-end. On va parler de cette histoire incroyable de la psychologie. Ça vient de sortir aux éditions Arène. Je suppose que c'est grâce au succès de l'incroyable histoire du sexe que vous avez eu l'idée, j'imagine, Jean-François Marmion, de faire ce livre. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Puis alors bonjour. Merci pour les glaçons, j'ai pris bonne note. Je viens d'arriver, mais c'est quand même autre chose qu'avec des pastis, hein, ça c'est sûr. Alors l'incroyable histoire, en fait, oui, c'est toute une collection qui existe depuis l'incroyable histoire du sexe, c'est l'incroyable histoire de la médecine, de la littérature, de la bière, de l'église, de tout ce que vous voulez.
Et puis bon, voilà, c'est le tour de la psychologie, donc c'est moi qui m'y colle, voilà, c'est moi qui ai été sollicité, j'en suis très heureux. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que même si je connais quand même pas mal l'histoire de la psychologie, j'ai quand même découvert des choses, et puis on les découvre de manière ludique, quoi. C'est ça l'intérêt, je trouve, de cette collection. Mais j'imagine que ça vous a demandé beaucoup de travail. En fait, autrefois j'étais rédacteur en chef d'une revue de psycho qui s'appelait le Cercle Psy, qui a duré une dizaine d'années, dans laquelle j'avais intégré une rubrique sur l'histoire de la psychologie. En fait, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, parce que je me suis aperçu que beaucoup de psychologues n'étaient pas formés à ça. Il n'y a pas de cours sur l'histoire de la psycho à la fac. Et beaucoup ignorent l'histoire de leur discipline, alors qu'il y a beaucoup de débats d'aujourd'hui qui sont assez récurrents depuis le 19e siècle. Donc je trouvais marrant de reconstituer tout ça. Je dirais que c'est ce que je trouve... avec humour, oui. Oui, c'est ce que je trouve intéressant, parce que c'est vrai que on voit bien, par exemple, que y a eu toute une évolution par rapport aux fous, hein, justement. Avant, c'était presque complètement philosophique et pas du tout médical, hein. Alors oui, il y avait plusieurs écoles. Les uns considéraient que le fou était possédé ou influencé par une entité extérieure. Hein. C'est de là que vient l'aliénisme. L'alien, c'est l'étranger. D'autres considéraient que c'était un déséquilibre purement organique et qu'il fallait rééquilibrer tout ça. Et on a retrouvé ce tiraillement entre deux tendances jusqu'à nos jours, en fait. Oui, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup intéressé, justement, parce que c'est vrai que Fabrice Bach, avant, qu'est-ce qu'on en faisait des fous? C'était chaque famille avait le sien, en quelque sorte. Oui, un petit peu. Puis on les soignait pas véritablement, quoi. C'était la brebis galeuse de la famille, le personnage un peu bizarre qui était là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, des établissements soient créés. Mais même là, les premiers établissements, c'était pas des lieux de soins, c'était plus des lieux de gardiennage. Et on découvre aussi, ça je le savais, mais je trouve que c'est intéressant pour ceux qui peut-être ne sont pas trop au courant, on découvre que finalement les émotions, c'est pareil, c'est très tard qu'elles sont rentrées, si je puis dire, dans la psychologie dans les années 70. Le MDR, c'est les années 80, enfin tout ça c'est très très récent. Hein. Mais c'est très récent, mais vous parliez du sort réservé aux fous, mais souvent c'était abominable alors même qu'on prétendait le guérir. On lui a fait les pires choses lorsqu'on prétendait le guérir. Il y avait toute une théorie sur laquelle beaucoup de fous étaient devenus fous parce qu'ils avaient eu un choc. Donc il fallait leur infliger un deuxième choc pour leur faire retrouver la raison. Et on a tout imaginé, les pires horreurs, on les a jetées dans l'eau glacée d'un fleuve à leur insu, on les a pendus, on les a mis sur des fauteuils qu'on faisait tourner à toute vitesse, on leur a pendu un cochon par la patte au-dessus d'eux. On a tout fait, on les a fait vomir, on leur a inoculé la malaria, on les a trépanés, on les a lobotomisés. Tout ça pour leur bien. Alors vous imaginez quand on leur voulait du mal. Et on les rendait encore plus fous en quelque sorte. Mais bien sûr, c'est-à-dire que l'asile pouvait très bien provoquer les symptômes qu'il était censé guérir. Mais bien sûr. Notamment auprès des femmes qui étaient internées très souvent abusivement et qui sortaient de là cinglées. Bah oui, mais il faut voir quel traitement on leur réservait. Enfin, c'était totalement inhumain jusqu'au XXe siècle, inclus. Oui, mais c'est ce qu'on découvre vraiment, c'est que finalement la psychologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est très très récente, quoi. C'est très récent, c'est vraiment à partir du XXe siècle, par exemple, il y a eu un courant qui s'appelait la psychologie humaniste, qui s'est plus ou moins réincarné aujourd'hui en psychologie positive. On trouve beaucoup de points communs. Ça, c'est très récent. La psycho-humaniste, c'est les années 50-60 que ça a commencé. Mmh. Mais en même temps, c'était des époques. Moi, je pense souvent à la guerre de 14-18. L'être humain en tant qu'individu n'existait pas, quoi. En fait, c'est aussi peut-être quand on a commencé à laisser à l'individu sa place dans une société, peut-être que la psychologie a évolué, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Marmion? Alors, c'est sûr qu'au XXe siècle, et particulièrement aux États-Unis, la psychologie a pris une dimension inédite. Et c'est venu, par exemple, avec les Freudiens. Beaucoup de psychanalystes ont échappé au nazisme en se réfugiant aux États-Unis. Et comme c'était la terre d'élection du moi, de l'individualisme, c'était le pays où on pouvait se prendre en main pour acquérir les plus hautes destinées, si on voulait. Et bien là, la mayonnaise a vraiment pris parce qu'on disposait de professionnels qui étaient là pour tout écouter, parfois pour tout encourager, sans juger. Et ça, mine de rien, c'était la première fois que ça arrivait.
Ouais, mais effectivement, à un moment donné, il y a eu le fait de resituer l'être humain au centre. Et à un moment donné, il y a eu aussi une autre grande révolution quand on a commencé à considérer que l'enfant aussi était un individu en développement, que tout n'était pas donné depuis la petite enfance, que tout n'était pas préétabli, et que en fonction de son développement, des choses pouvaient interférer et donc modifier son comportement et générer des choses à l'âge adulte. On a complètement modifié le regard qu'il y a eu sur les pathologies, les problématiques psychiques qui étaient présentes. Oui, c'est vrai que c'est assez récent tout ça. Oui, et comme d'habitude, il y a tout et son contraire. Ouais. C'est-à-dire que oui, on a placé l'enfant au centre d'une destinée qui était à construire. En aménageant son environnement, on pouvait lui donner le maximum de chance. D'un autre côté, il y a des professionnels, y compris les psychologues, qui considéraient que l'enfant, enfin le bébé en tout cas, était un tube digestif. Oui, qui ne souffrait pas d'ailleurs. Qu'il ne souffrait pas, c'était pas la peine de l'anesthésier pour l'opérer. Ça paraît fou de penser ça. Ouais. Il ne souffrait pas, il ne comprenait rien. C'était une espèce d'organisme sur pattes, et encore qui ne tenait pas debout, à qui on pouvait tout faire. Et puis ça n'avait aucune importance. Finalement, il fallait attendre qu'il grandisse, que son cerveau se développe. Et là, on pouvait commencer à s'occuper de lui. Et encore qui s'occupait de lui, pas tout le monde. Il n'était vraiment pas au centre de l'attention. Hein. Bon, puis après, il y a aussi tous les médicaments qui sont arrivés pour la psychiatrie, qui a fait évoluer tout ça, parce que tant qu'on n'avait rien, de toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose pour les personnes schizophrènes, etc. Hein. Oui, alors il y a vraiment eu deux grandes évolutions pour moi. Il y a eu l'invention de ce qu'on appelait le traitement moral. Ça, c'est à toute fin du XVIIIe siècle. C'était l'ancêtre de la psychothérapie. Pour la première fois, on se disait, on va écouter les fous. On va les interroger, on va essayer de comprendre ce qui a pu les rendre comme ça vraiment, on va essayer d'adapter le traitement à chaque personnalité. Alors, faut pas se mentir, c'était une très belle idée, mais tout au long du 19e siècle, ça marchait pas vraiment. Donc, on en revenait à la camisole, au cou, à l'isolement, etc. Et puis, la deuxième grande étape, ça a été en effet l'idée de vider les asiles. On a découvert beaucoup, par le fruit du hasard, l'impact des molécules sur les symptômes les plus spectaculaires, les symptômes psychotiques par exemple. Hein. Et on s'est dit, si on trouve les bonnes molécules, on va pouvoir tout soigner. Et effectivement, les asiles se sont en grande partie vidés parce que les gens pouvaient rentrer chez eux. Ils revenaient, c'est ce qu'on appelait ambulatoire, ils revenaient à l'hôpital pour se faire soigner, pour avoir le traitement, pour avoir une prescription et rentrer chez eux pour suivre la prescription. Malheureusement, là encore, les espoirs... C'est pas tout blanc ou tout noir, oui. Voilà, les espoirs ont été déçus, ça n'a pas tout soigné, ça n'a pas tout expliqué, et il y a eu des abus aussi, des médicaments prescrits à tort et à travers, parce que c'est devenu un marché, ce qui n'était pas prévu. Oui, ça c'est... Alors, évidemment, et ça m'a fait très très plaisir, Jean-François Marmion, vous parlez du fameux vibromasseur pour guérir les hystériques. Oui. Il y a un film formidable qu'il faut absolument voir qui s'appelle My God, je crois, qui raconte cette histoire. Vous connaissez, j'imagine, Fabrice. Oui, c'est bien. Oui, allez-y, Jean. On pratiquait les massages vulvaires pour guérir les hystériques, en tout cas pour les soulager temporairement, pour éviter que, comme on ne comprenait pas ce qu'elles avaient, un bon massage vulvaire, ça les calmait un petit peu. Mais on disait, c'est pas de l'orgasme, attention. Non, ça n'a rien à voir, parce que seul l'homme peut prodiguer l'orgasme. Vaginalement. Un massage du clitoris ne pouvait pas prodiguer l'orgasme. Impossible. Donc, alors on ne sait pas trop comment ça marchait, mais on les soignait comme ça. Alors c'était un geste médical. Et puis, pour que ce soit un peu plus propre, un peu plus distant... Je montre à Fabrice la tête de la bonne femme quand elle arrive avant, et la tête parce que c'est ça que j'aime bien dans la bande dessinée, et comment elle est après, ça va déjà beaucoup mieux. C'est très éloquent. N'est-ce pas? Mais vous m'avez fait qu'une page et demie là-dessus, je suis très triste. Oui, avec l'électricité, on pouvait faire du coup un massage vulvaire, mais plus propre, on ne touchait pas. Et donc c'est comme ça que le vibromasseur est apparu, et puis seulement après il s'est répandu auprès du grand public pour des usages privés. Mais encore, ça c'est débattu depuis quelques années. Il y a des historiens qui disent non, en fait on n'a pas de preuves, enfin bon, bref. Mais tout de même, ce qui reste vrai, c'est le massage vulvaire. Ça, c'était un peu le traitement à tout faire, et puis... Ça calme. Rappelons-le, ça calme. C'est facile, c'est pas cher, et voilà. Voilà. Et puis après, évidemment, il y a l'arrivée des neurosciences récemment, qui évidemment bouleverse tout, parce qu'on, grâce aux neurosciences, quand même, on avance un peu plus sérieusement.
Alors, on avance un peu plus sérieusement. En même temps, il y a eu le même discours que pour les médicaments, c'est-à-dire on va tout expliquer, on va tout comprendre. Ah bah ça, c'est humain. Ça piétine un peu. Ça piétine un peu quand même. C'est humain. Je pense que oui, c'est à la fois la qualité extrême de l'humain et son défaut principal, c'est qu'on voudrait tout pouvoir expliquer, on voudrait pouvoir mettre chaque chose dans des cases. Ça rassurerait tellement. Voilà, Eureka, j'ai trouvé, je vais tout vous expliquer. Bon, puis finalement, on rabat un peu son caquet, mais ça progresse un petit peu à chaque fois. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Oui, je trouve que quand même on avance bien quand on lit votre incroyable histoire de la psychologie. On se rend compte quand même qu'on a avancé, qu'il vaut mieux vivre au 21e siècle qu'à l'époque du Moyen Âge. En tout cas, c'est un très beau livre. Moi, je me suis beaucoup amusée. C'est plein de renseignements. J'ai découvert des choses. C'est aux arènes en bande dessinée. Donc, vous l'avez écrit avec Pascal Magnat. Et puis, je vais parler aussi d'un autre livre que j'ai reçu la semaine dernière, dont vous êtes également c'est sous la direction de Jean-François Marmion, mais c'est un livre très collectif. Ça s'appelle Psychologie de la connerie en amour. Alors moi, je suis pas fan du titre parce que je trouve que c'est pas bien de dire que l'amour c'est con. Voilà, donc c'est pas ce que je dis. Non, je sais, mais quand même. Je dis pas que l'amour est une connerie. Attention. Non, mais vous montrez à quel point on est plus intelligent quand on est amoureux, en quelque sorte. Quand on tombe amoureux, en tout cas, mais c'est un plaisir de laisser tomber son sens critique et son pessimisme et de croire en quelque chose, de croire en quelqu'un et de croire en soi, c'est magnifique. Bon, après, on peut avoir la gueule de bois, pas toujours, mais c'est là que ça se gâte. Mais au début, c'est fantastique d'être con. Vous savez que le romantisme, c'est né en réaction à la connerie ambiante, la connerie de la bourgeoisie, la connerie de l'industrialisation. Mais oui, mais je trouve que vous auriez dû trouver un autre titre, franchement. Non, c'est parce que ça s'inscrit dans une lignée de livres intitulés je sais bien. Psychologie de la connerie en politique, par exemple. J'ai pas dit que la ça, en politique politique, était une connerie Si, ça, moi, je veux bien le dire. Non, mais je plaisante. Non, mais en tout cas, ça se lit. Il y a beaucoup de mes invités qui ont collaboré, notamment Yves-Alexandre Talman, Philippe Breneau, Jean-Claude Kaufmann. Enfin bon, il y a beaucoup d'auteurs qu'on connaît bien, qui chacun ont écrit un article. Et puis vous avez évidemment j'imagine, supervisé tout ça. Et ça demande aussi beaucoup de travail. Donc voilà, mais je dirais même que l'histoire incroyable de la psychologie, c'est un livre qu'on peut offrir à Noël. Je trouve que c'est un livre qui peut tout à fait être un beau cadeau de Noël parce que on feuillette, on regarde, et puis pourquoi pas non plus Psychologie de la connerie en amour, et c'est aux éditions Sciences Humaines. Merci de cet échange, Jean-François Marmion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Et nous, on va faire une petite pause. On se retrouve et on revient sur la jalousie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jaloux ou pas, vous pouvez témoigner, et on est avec Fabrice Bach, psychologue, thérapeute de couple et auteur de Jumeaux aux éditions Solar. Tiens, il faudrait nous faire un livre sur la jalousie, il y a beaucoup à dire. Oui, n'est-ce pas? J'enregistre. Bonjour Charles. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, vous êtes plutôt jaloux, c'est ça? Ouais, moi je suis devenu jaloux et franchement moi ça me pourrit la vie en fait. C'est vraiment un truc que je vis très mal. Et comment dire, en fait c'est avant ça j'étais jaloux, mais on va dire j'ai envie de dire comme tout le monde. Oui, vous arriviez à contrôler. Vous étiez. Voilà. Et là, je rentre dans des trucs, je n'arrive plus à gérer ça quoi en fait. Alors, expliquez-nous, c'est avec la même, c'est une relation nouvelle peut-être? Non, oui, nouvelle, oui et non. On va dire, ça fait 2019, 4 ans. D'accord. Et dès le départ, vous avez senti qu'avec elle, vous étiez plus jaloux qu'avec celle d'avant? En fait, au début, c'était très difficile de la voir et tout ça. Et donc, je commençais un peu à me poser des questions. Vous aviez du mal à la séduire, c'est ça? Vous aviez du mal à engager la relation? Ouais, plus ça, la séduire, je pense pas, mais pour que la relation se stabilise et qu'on commence à se voir réellement régulièrement, c'était compliqué. D'accord, donc c'est peut-être ça qui a éveillé votre jalousie? Non, pas du tout, c'est pas ça. En fait, justement, à ce moment-là, je contrôlais très bien, je me disais, ça va, c'est rien, c'est pas grave, tout allait bien en fait.
Et et un an après un an après le début, donc un an après, elle m'apprend qu'elle a eu une aventure avec un homme pendant les 6 premiers mois de notre relation. D'accord. Donc du coup, tout de suite, je comprends mieux ses indisponibilités, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, je m'en suis voulu d'avoir fait une confiance aveugle. Et du coup, maintenant, je suis devenu ultra jaloux avec elle. Oui, vous n'avez plus confiance en elle. Et pourquoi elle vous a dit ça? Pourquoi elle vous l'a raconté? Par transparence. D'après ce qu'elle disait, c'était c'était pour être clair avec vous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ou pour se déculpabiliser aussi, peut-être. Peut-être aussi. En tout cas, elle vous a dit que c'était la première chose à laquelle j'ai pensé. Et elle m'a dit que non, en fait, c'est parce que pour elle, ça y est, ça devenait sérieux et du coup, elle voulait pas. Justement, Charles, c'est ce que je peux déjà vous dire, c'est que à partir du moment où elle vous dit ça et qu'elle vous le dit parce que justement la relation commence à être sérieuse, ça prouve bien que vous pouvez lui faire confiance puisque elle a su être claire avec vous. Sauf que ça a provoqué l'effet inverse chez vous. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, je vous dis ça, mais ça, c'est arrivé après que qu'elle me l'a appris parce que on en a discuté. Mais en fait, moi, je lui ai juste posé la question parce qu'elle me parlait d'un gars, machin. Je dis, mais attends, mais ce mec-là, tu l'as vu pendant qu'on était ensemble ou pas? Et elle me dit oui. Mais comme si c'était logique. Et donc, j'étais assez choqué et tout. Je dis, mais attends, vous avez couché ensemble et tout? Et elle me dit que oui, et du coup. Oui, mais pour elle, c'était pas grave puisque vous étiez pas encore vraiment ensemble, quoi. C'est ça, c'est le point. Oui, bien sûr. Non, mais attendez, Charles, je comprends que ça ait déclenché chez vous plus de jalousie, mais à un moment donné, il faut aussi essayer de rationaliser et de comprendre ce que ça signifie par rapport à elle. En fait, vous n'étiez pas au même niveau d'investissement dans la relation au début. Je pense que c'est ça, oui. Ouais, ça c'est sûr et certain, oui. Donc elle n'était pas vraiment avec vous, donc elle vous a pas trompé, si vous voulez, dans sa tête. Et vous étiez vraiment avec elle, donc elle vous a trompé. Vous voyez la différence de niveau? Oui, mais le truc c'est quoi? C'est que comme j'avais des doutes et tout là-dessus, j'ai dit écoute, si tu vois quelqu'un d'autre, dis-le moi, mais juste me prends pas pour un idiot. Et moi après je me débrouille avec ça, mais pour l'instant vous vous débrouillez pas très bien. Non mais Charles. Non, mais ce que je veux dire c'est que moi en vérité je n'aurais pas engagé une relation sérieuse si elle m'avait dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Là, c'était tout de suite terminé. Enfin, pas terminé dans le sens où on aurait continué à se voir, mais juste pour s'éclater et puis ça se serait arrêté là. Et puis voilà. En fait, c'est le décalé. Au départ, l'impression que ça donne en vous écoutant, vous êtes très vite tombé très amoureux d'elle. Donc pour vous, les choses devaient s'enclencher, ça ne s'enclenchait pas, vous avez commencé à devenir suspicieux, puis ça finit par s'enclencher. Elle n'avait pas la même intensité. Maintenant, je rejoins sur ce qu'évoquait Brigitte, à partir du moment où elle a pu vous le dire, mais a priori dans ce que vous décrivez en plus d'une façon très détachée, voilà, c'est du passé, quoi. C'est réglé. Donc pour elle, ça n'a plus d'impact sur le présent puisqu'elle est avec vous aujourd'hui. Et elle n'aura a priori pas forcément l'envie de reproduire une relation extra-conjugale, puisque pour elle c'est du passé, c'est réglé. Elle a pris la décision de s'investir avec vous. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Pour elle, ça fait partie du passé. Le moment où vous êtes ensemble, c'est 6 mois après votre rencontre. Après c'est difficil parce qu'après on se refait le film en arrière. Oui, mais c'est là où il faut que vous arriviez. Non mais Charles, si vous n'avez jamais été très jaloux, il faut que vous compreniez que là, c'est les circonstances qui ont déclenché chez vous une jalousie. Mais je crois que c'est surtout un sentiment d'avoir été un peu trahi dans ce que vous aviez investi en elle. C'est ça je pense que c'est ça qui vous fait mal et c'est ça qui vous fait dire que vous êtes jaloux. C'est-à-dire que vous êtes tombé très amoureux d'elle dès le départ et vous avez tout fait pour enfin vous vous êtes investi complètement et vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas eu la réciprocité pendant ce moment-là et c'est ça qui vous fait souffrir et c'est ça qui a déclenché une sorte de jalousie qui à mon avis n'est pas complètement de la jalousie.
qui est un petit peu il y a de la colère aussi, voilà, ouais. exactement, parce que vous avez été trahi dans votre sentiment sincère et dans votre investissement entier, voyez. Et c'est ça qui est important, parce que si vous arrivez à comprendre ça, et peut-être vous avez besoin de vous faire un peu aider, vous allez réussir à le dépasser, ce sentiment. Ah ouais. Sinon il va tout doucement empoisonner la relation. Puis, mais c'est ce qui se passe actuellement. J'entends bien. Oui, vous lui en voulez. Vous avez besoin d'une réparation. Mais justement, ça, vous pouvez le lui poser. Il y a deux choses. Premier élément, réfléchissez à comment, à un moment donné, elle vous en a parlé. Dans ce que vous décrivez, c'était totalement détaché. C'était pas émotionnellement hyper investi. Elle vous dit oui, non, oui, effectivement. Voilà. Elle n'a pas commencé à vous parler de cela ou entrer dans des détails en surinvestissant cette relation passée. Et deuxième chose, je pense que vous avez eu le sentiment d'être trahi, et ça demande effectivement un acte de réparation dont vous pouvez discuter tous les deux, l'un avec l'autre. Elle peut le comprendre. Et il faut qu'elle comprenne, ce que vous avez ressenti. Je crois que c'est ça qui est important. Exactement. Mais merci de ce témoignage. Je crois qu'on termine par un témoignage fort, qui montre très bien fort. à quel point c'est pas si simple. Je crois qu'il y a un élément important, moi j'aime bien dire ça, c'est que la relation de couple idéale n'existe que lorsqu'elle n'est pas nécessaire à la survie des deux personnes qui sont ensemble. Très bien, on va méditer tout le week-end sur cette philosophie-là. Fabrice Bach, merci beaucoup en tout cas. Merci. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan, et lundi, nous serons avec Daniel Flamenbaum, et on verra comment la sexualité de nos parents influence nos propres désirs.